Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour et merci pour votre fidélité sur les antennes de Label Télévision et Radio dans ce programme fabuleux qu'est le Forum Ado, cette émission qui donne la parole à la jeunesse, une plateforme qui se veut également intergénérationnelle. Et aujourd'hui, le décor est bien planté et surtout respecté. Mesdames, Messieurs, laissez-moi vous présenter nos invités du jour. Je vais commencer par le monsieur à ma gauche qui est présentement à Libreville, le Gabon, à mes côtés, monsieur Desmond Otunga Souna. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez ? Bien, et vous-même? Je me porte pour le mieux, merci. Alors vous êtes professionnel, vous travaillez comme ça dans l'administration publique et vous êtes chef de section. Vous appartenez au département ressources humaines. Voilà. Ça se passe bien? Ça se passe très bien. Alors pour le bien de tous ces jeunes qui nous regardent et qui peut-être veulent se lancer dans les ressources humaines, dans le cadre spécifiquement de la formation, en quoi consiste votre travail? Mon travail, en un mot, consiste à organiser, planifier les formations pour tous les agents de l'entreprise qui m'a recruté en fait. C'est-à-dire l'OPRAG, Office des Pro RR du Gabon. C'est bien compris, merci bien. Alors je vais me tourner comme ça, peut-être toujours à Libreville, avec monsieur Fadik P. Yassine. Bienvenue, bonjour. Bonjour Mr. Marvin, comment tu vas? Écoutez, je me porte bien avec l'aide de Dieu. Merci d'être avec nous. Vous êtes un ami de cette émission-là. J'espère que vous allez bien. Ça va, ça va. Ça marche, merci bien. Alors vous êtes docteur en médecine. Vous sortez fraîchement de la faculté des sciences de santé de Libreville. Et vous êtes également passionné de web et de marché financier. Et effectivement. Bon, pour ce qui concerne le domaine médical, j'ai pas encore soutenu en fait. Il manque la soutenance, la validation finale en fait pour avoir le titre de docteur. Sinon, s'agissant des évaluations pratiques, de l'ensemble de la formation théorique à la fac, c'est déjà reçu en fait. Et voilà, surtout, c'est validé. Oui, les stages, tout est validé. Maintenant, côté trading aussi, à côté de la médecine, ma passion c'est les marchés financiers, l'univers de la bourse que j'aime bien. Voilà, c'est des activités auxquelles je m'adonne pour le peu de temps que j'arrive à me dégager avec ma future profession, si je peux dire ça comme ça. Ça marche. En tout cas, c'est un plaisir pour nous de vous appeler déjà docteur quand on sait que c'est pratiquement 7 années de votre vie que vous avez consacrées aux études. Sachez que vous avez nos encouragements pour la suite. Merci. Alors, je vais comme ça en France, à Nice, dans la Côte d'Azur, pour présenter Madame Emmanuelle Marie Foutou. Bonjour. Bonjour Marvin, comment allez-vous? Emmanuel, je me porte bien et vous? Ça va, on essaie de se porter au mieux. Ça marche. Vous êtes étudiante en journalisme d'information générale plurimédia à l'EDJ, l'école de journalisme de Nice. Vous êtes également la première lauréate d'un concours d'art oratoire au féminin organisé par la start-up Charlie Chat à Libreville au Gabon. C'est dire que tout ce qui est prise de parole, c'est votre fort, j'ai envie de le dire comme ça. On se débrouille bien, disons ça comme ça. C'est très bien. À côté de votre formation académique, vous avez plusieurs casquettes. Vous êtes également photographe, chargé de communication dans plusieurs jeunes entreprises. C'est très bien, nous saluons vos efforts pour devenir un journaliste confirmé. Bonne chance pour la suite, Emmanuelle Foutou. Merci beaucoup. On le dit communément, on garde le meilleur pour la fin. Je m'en vais ici vous présenter monsieur Sylvain Guesson qui lui est en direct depuis Abidjan, en Côte d'Ivoire. Monsieur Sylvain Guesson, bonjour et merci d'être des nôtres. Merci bien. Monsieur Sylvain Guesson est docteur, non pas docteur en médecine comme Fadik P, mais plutôt docteur en sciences politiques. Monsieur Sylvain Guesson, ici présent, est directeur de l'Institut de la stratégie d'Abidjan. C'est bien ça. Autre chose à ajouter sur votre présentation? Oh, ça va. Très modeste, monsieur Sylvain Guesson. En tout cas, merci d'être des nôtres, c'est un grand plaisir. Nous voulons nous essayer comme ça de questionner l'actualité africaine en passant par la Côte d'Ivoire pour finalement chuter au Tchad. Mais avant, j'ai envie de vous demander, avant de faire réagir les uns et les autres, on s'est rendu compte qu'en Côte d'Ivoire, monsieur Amadou Gon Coulibaly, qui nous a quittés le 8 juillet 2020, au poste de Premier ministre, qui a été hospitalisé en France. Par la suite, M. Abed Makayoko, son successeur, qui lui également est parti, voilà, des suites des maladies également.
Quelle lecture vous avez de la situation, monsieur Sylvain Guessant? La Constitution de la Deuxième République avait institué en son article 35 un bilan de santé pour les principaux dirigeants, dont au moins les candidats à la présidence. Pour ce qui est de la Constitution de la Troisième République, cette clause-là, elle a sauté. Donc on se retrouve, si vous voulez, avec un certain nombre de dirigeants, des gens qui occupent de votre responsabilité, mais dont on ne sait rien de la santé. La santé de nos dirigeants est devenue un sujet tabou en Côte d'Ivoire. Donc il est impossible de savoir tel ministre, tel DG, tel responsable, le président de la République, de quoi ils souffrent au juste. Est-ce qu'ils jouissent d'une santé parfaite ou alors est-ce qu'ils sont malades au moment où ils sont nommés? Est-ce que c'est une coïncidence que les trois premiers ministres, enfin les deux premiers, ne sont pas encore de notre monde, que le troisième ait été hospitalisé à partir du moment où on ne savait rien de leur bilan de santé? Avant leur nomination, je pense que la question reste posée. N'empêche que la rue abidjanaise a saisi l'occasion pour pouvoir susciter un débat sur l'irrationalisme, des questions d'empoisonnement, des questions de recours à des forces mystiques, etc., etc., alimente la rue abidjanaise quant à l'occupation de ses hautes responsabilités depuis un certain temps. Voici un peu, de manière brève, en attendant les réactions des autres, ce que je peux dire de la santé de nos autorités, particulièrement de nos premiers ministres. C'est bien compris, merci pour cet argumentaire. Et puis, il faut rappeler que nous sommes dans un contexte africain. C'est déjà dire que c'est une problématique africaine parce que cette situation se retrouve au Gabon. Dernièrement, on a appris le départ de M. Noël Mata, le ministre en exercice de l'Intérieur, qui est parti justement pour hospitalisation dans une destination encore inconnue. Et c'est bien dommage que, vous l'avez dit à juste titre, la santé et communication sur la santé de nos dirigeants soit abusée, j'ai envie de le dire comme ça. Après, si vous permettez, dans le contexte africain qui est le nôtre, un Ivoirien nous faisait savoir que M. Gong Coulibaly appartenait à une certaine obédience, voilà, qui fait que d'aucuns se disent que c'est peut-être, j'ai pas envie de dire ces génies-là, qui sont en train de frapper tout ce qui vient parce qu'on a pris leur fils. Vous réagissez comment par rapport à cette assertion ? Je crois qu'on l'a appelé Poro. C'est le nom de son appartenance. Voilà, c'est le nom de l'obédience. C'est un rite initiatique dans le nord de la Côte d'Ivoire. Dites-nous en plus. Le Poro, où plusieurs jeunes à partir de 18 ans se font initier. C'est vraiment pas un milieu aussi sécurisé que cela. Ce sont des fêtes générationnelles. C'est vrai qu'il y a un aspect spirituel, un aspect donc ésotérique derrière, mais il y a plusieurs personnes qui appartiennent à ce rite initiatique, qui ont participé à ce rite initiatique. Bon, de là, on voit des esprits qui viendraient punir ceux qui auraient contribué. Bon, le débat sur la spiritualité africaine, ça peut aller dans tous les sens. Ça peut aller dans tous les sens. Surtout qu'aujourd'hui, moi j'étais au tribunal la fois passée, on est en train de réfléchir à, je ne veux pas dire avoir un tribunal spirituel, mais quand quelqu'un te dit qu'il a été frappé d'un, comment ça s'appelle là, d'un fusil nocturne, mais physiquement, on ne peut pas justifier la maladie. En tout cas, sous le contrôle du médecin, il nous dira il y a ces maladies qui, heureusement, malheureusement, viennent spirituellement. Et la médecine classique ne peut pas justifier ça. Donc, à ce moment-là, on mène des réflexions. Est-ce qu'on pourrait avoir un tribunal en griffe coutumier, peut-être dit comme ça, je ne sais pas. C'est une réflexion comme ça qui est menée à haute voix. Je vais me retourner vers Emmanuelle Marie Foutou. Vous êtes étudiante en journalisme. Quelle lecture vous faites de cette actualité en Côte d'Ivoire? Personnellement, je pense qu'il faut tout d'abord essayer de se fier aux faits, à ce qui est, et arrêter d'accumuler, je pense, les on-dit. Et de donner de l'importance à ces on-dit-là. Je pense que, comme M. Sylvain Guessant l'a notifié dès le début de son intervention, il faut qu'on s'intéresse véritablement au carnet, au pédigré sanitaire de nos dirigeants, si je peux m'exprimer de la sorte. Il faut véritablement qu'on ait un regard sur leur santé avant qu'ils n'accèdent au poste de responsabilité. C'est véritablement ça le problème. Je pense que si nous avions pu
si les Ivoiriens avaient pu détecter dès le départ que M. Ahmed Bakayoko, par exemple, était malade bien avant sa prise de fonction, ça n'aurait pas été, on n'aurait pas eu un tel dénouement. Je pense qu'il doit y avoir de véritables réflexions sur cette question-là. Essayer de faire, je ne sais pas comment ça se passe en Côte d'Ivoire, mais il est en ce moment obligatoire que cette question-là puisse être posée sur la table, que les Ivoiriens puissent réfléchir s'il faut faire un référendum pour ramener l'ancienne loi qui prévalait, qui stipulait qu'il fallait faire tout ce qui est examen de santé avant d'entrer en fonction. Je l'ai dit et je vais le redire, c'est une problématique africaine. On a vu avec le président Tebboune en Algérie qui a pratiquement passé 3 mois en Allemagne pour se faire soigner pour cause du Covid-19. Monsieur Desmond Otunga, qu'est-ce que ça vous évoque cette situation de voir des hauts dirigeants de nos pays qui délaissent, j'ai envie de le dire comme ça, le système sanitaire local au détriment du système extérieur. Quand bien même ce sont eux les politiques, ce sont eux qui construisent des hôpitaux. On le voit très souvent lorsqu'il y a des campagnes présidentielles. Le secteur santé est toujours au cœur justement des mandats que nos présidents, nos dirigeants briguent. Merci. Moi, personnellement, ça m'attriste. Okay. Parce qu'en réalité, j'ai l'habitude de participer aux campagnes présidentielles. On sait qu'il y a un slogan qui revient souvent, ça dit « meilleure santé pour tous ». Ça veut dire qu'en principe, ces dirigeants-là, qui construisent des hôpitaux des dernières générations, comme on le dit souvent dans certains pays, j'ai l'impression qu'ils n'accordent pas de crédit à ces hôpitaux, parce qu'en réalité, pour quelqu'un qui a bâti un hôpital, comme les hôpitaux que je vois ici au Gabon, ça, moi, ça ne m'étonne pas de voir que lorsqu'il y a une pathologie, l'intéressé va à l'étranger. Ici, on a une structure qu'on appelle l'hôpital militaire. Au sein de cet hôpital, il y a carrément une chambre 5 étoiles. Ouais. Donc le design est semblable à celui d'un hôtel et tout, qui accueille le président, qui est censé accueillir le président et ses proches en fait. Mais pourtant, ça n'empêche pas qu'ils y vont toujours à l'étranger. Donc je pense qu'il y a un problème au niveau de la fiabilité peut-être. C'est peut-être dans ce sens-là qu'on doit essayer de voir les choses. Au niveau de la fiabilité dans le plateau technique, dans ce qui est matériel dans nos hôpitaux, pourtant, c'est souvent des plateaux de dernière génération. Comme je vous l'accorde. Surtout s'agissant de l'hôpital militaire. Au niveau des techniciens, ou bien en fait, ça sème beaucoup de confusion. Et ce qui fait en sorte que nous, également, les citoyens, lorsqu'on est malade, parfois on n'est pas tenté d'aller dans ces structures-là. On préfère aussi aller à l'étranger parce que les dirigeants qui construisent ces hôpitaux n'accordent pas de crédit en fait, puisque eux-mêmes ils n'y vont pas. C'est un peu ça. Mais à côté de ça, j'aimerais aussi dire qu'en principe, parfois la structure peut être là, mais ça peut être un problème de technicien aussi, parce que il suffit d'aller dans ces hôpitaux pour voir l'accueil qu'on nous réserve souvent. On n'est pas tenté d'y aller, d'y retourner en fait. Vous pensez ici à la déontologie du métier, au fait de recevoir cordialement les usagers Moi je pense que l'accueil est pour beaucoup dans le domaine de la santé. Ouais. Mais c'est toujours pas ça. Je parle sur le contrôle du docteur, de notre futur docteur. Il faut qu'il sache qu'en principe, dans nos structures sanitaires, c'est souvent compliqué. Déjà, partout, il faut avoir un parent, il faut avoir une connaissance, il faut avoir quelqu'un. Ça n'a pas de sens, en fait. Aujourd'hui, pour être pris en charge immédiatement, soit il faut payer, ou soit il faut avoir quelqu'un. Alors que ça n'a pas de sens, en fait. En tout cas, je commence à comprendre pourquoi nos dirigeants vont en Europe, parce que, s'agissant par exemple des Français, je crois que c'est le top en termes de social. Là-bas, j'ai envie de dire que l'argent vient après, il y a une vie à sauver. Occupons-nous de cet usager, de ce client qui vient, et puis après, l'argent passe par après. Je vais peut-être rapidement me retourner vers M. Fadikpe Yassine, bienvenue. Donc, de façon succincte, est-ce que vous pouvez nous faire un petit, je ne veux pas dire un bilan, une vue panoramique sur la santé au Gabon?
Est-ce que justement, sur la base des propos de M. Desmond, on a un problème de plateau technique ou, j'ai pas envie de remettre votre formation en cause, loin de là, ou est-ce qu'on devrait pointer du doigt justement à la qualification de nos agents de santé? D'accord. Merci pour la parole, Mr. Marvin. Alors, tout d'abord, avant de répondre à ta question, j'aimerais revenir un peu sur l'intervention de M. Sylvain Guessant. Ok, on te l'accorde. Effectivement, si lors de la deuxième constitution, la deuxième République de Côte d'Ivoire, cela a été permis, si ça a été changé pour passer à la troisième constitution, c'est pour une raison. Du point de vue médical, il y a ce qu'on appelle le secret médical, en fait. C'est-à-dire, quel qu'en soit le poste que quelqu'un occupe, sa santé relève d'abord de lui et des personnes qu'il a choisies, en fait. Donc, ce n'est pas parce que quelqu'un accède à un poste de dirigeant que sa santé passe dans le domaine public. Donc, je ne suis pas contre le fait que nos dirigeants passent un bilan, passent un certain nombre d'examens pour connaître leur état de santé avant qu'ils n'accèdent à leur poste de responsabilité, mais ces informations ne peuvent pas être divulguées parce que cela relève du secret médical. Chacun connaît son état de santé et tout ce qui n'aime pas que son état de santé à lui, c'est lui-même qui décide volontairement ou volontairement du moins de le divulguer en fait. Donc je ne pense pas qu'une réforme ou un référendum peut aller dans ce sens. La santé, c'est avant tout quelque chose de personnel. Maintenant, pour revenir à la question qui m'a été posée, à savoir quelle lecture que j'ai fait de, je vais dire, une tendance de nos chefs d'État à aller se faire soigner en Europe, moi je dirais tout d'abord que l'évacuation sanitaire, c'est quelque chose qui existe en médecine en fait. C'est pas quelque chose qui est réservé à l'Afrique. Même en France, les médecins et les gens se font évacuer. Faire une évacuation sanitaire, c'est tout simplement quitter d'une structure A pour une structure B, étant donné que la structure B est plus équipée. Maintenant, le problème qui se pose le plus souvent dans nos structures à nous, c'est, on va dire quoi, le problème humain et le problème technique. Humain dans le sens où un médecin ne travaille pas seul. Okay. Personnellement, j'ai eu à faire plusieurs stages et j'ai eu à me rendre compte de ça. En fait, un médecin ne travaille pas seul, ce qui fait que même si il a la compétence nécessaire pour pouvoir poser un acte, il se retrouve souvent embêté en fait par l'équipe en fait. Il n'a pas toute l'équipe. Donc, comme dans notre pays, on n'a pas, on va dire, un plan de formation. Ça veut dire chacun décide de la spécialité qu'il veut faire. Okay. Toutes les compétences nécessaires en fait à la réalisation d'un acte ne sont pas souvent réunies en fait. Ce qui rend difficile le fait de poser l'acte. Et après, il y a la difficulté matérielle que je pense que toute personne qui s'est déjà rendue dans une structure a eu à se rendre compte. C'est parfois les ressources, le matériel en fait dont on a besoin pour pouvoir poser différents gestes ne sont pas toujours réunis. Et vu l'urgence de certaines situations, je suppose que c'est la raison principale pour laquelle ces dirigeants partent à l'étranger en fait. Docteur Fadilspé, si vous me permettez quand même, hein, vous l'avez dit à juste titre, l'évacuation sanitaire, c'est le fait de partir d'une structure A à une structure B et non pas d'un pays à un autre, je vais le dire comme ça. Vous conviendrez avec moi que voilà, vous conviendrez avec moi que le niveau de technicité, j'ai envie de le dire comme ça en termes de matériel, du CHU d'Ovando, c'est pas la même chose avec celui de l'hôpital militaire du PK9. Je dirais la même chose certainement pour Côte d'Ivoire. J'ai eu des images du CHU de Cocody comparativement à celui d'Abidjan. Donc d'un point de vue technique, c'est pas toujours la même chose. Donc je crois que pour une maladie donnée, on peut se permettre de mouver sur le territoire mais d'une structure à une autre. Justement, c'est quelque chose qui se fait. Les transferts, par exemple, dans le système de santé gabonais, il y a 3 niveaux de structure en fait. Il y a des structures de niveau primaire, de niveau secondaire et de niveau tertiaire en fait. Le niveau tertiaire, on va dire, c'est ce qui est le plus répandu et facilement accessible à la population. Et plus on monte en niveau, plus le niveau d'équipement également augmente. Les CHU, par exemple, font partie du niveau primaire.
Donc, si un patient consulte dans un hôpital de niveau secondaire ou de niveau tertiaire et que cet hôpital se retrouve incapable de le prendre en charge, il sera transféré dans un hôpital de niveau primaire. Que vous traitez ici ou que vous allez à l'étranger, il n'y a pas vraiment de différence en fait. C'est-à-dire c'est pour les 1% de différence technique là en fait que ces personnes qui ont justement la possibilité de se l'offrir décident de voyager en fait. C'est bien compris. Je voyais M. Sylvain Guessant qui voulait réagir à... Allez-y. Assez rapidement, deux choses. D'abord, que la santé relève du secteur de la vie privée, ça va de soi. Okay. Mais dans la Constitution de 2000, il était question qu'un collège de médecins soit mis en place. Comme dans tous les concours en Côte d'Ivoire, avant de passer le concours, vous faites un bilan de santé, à la suite duquel votre candidature est retenue ou n'est pas retenue. Donc, certains concours exigent que votre état de santé soit étalé devant d'autres personnes en dehors de vous. Eh bien, c'était le cas à partir de 2000 jusqu'en 2015, un collège de médecins est mis en place. Okay. Les différents candidats vont faire leur bilan de santé. Ce bilan de santé est remis au Conseil constitutionnel qui décide, au regard des résultats transmis par les médecins, si le candidat doit postuler à la présidence ou pas. Donc, okay. Le poste de président de la République a exigé, à un certain moment de l'histoire de la Côte d'Ivoire, que la santé des futurs candidats à la présidentielle soit connue des juges constitutionnels et qu'ils décident de leur éligibilité ou pas. Ça, c'est de 1. De 2, vous venez de faire un très bon discours sur nos hôpitaux, la différence entre ce que nous connaissons ici et ce qui se fait en Europe. Je voudrais marquer ma réticence quant à la validation de certaines hypothèses. Okay. Qu'est-ce que nos autorités font de la gestion des politiques publiques? On voit un pays comme Cuba, qui n'est pas forcément un pays du Conseil de sécurité, qui n'a pas forcément un PIB si élevé, mais qui a pu développer un secteur sanitaire assez efficace. On a vu des médecins cubains venir sanitaire qui sert pratiquement le monde entier. Les médecins cubains sont appelés un peu partout dans le monde. Voilà. Et qu'est-ce qu'on fait en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qu'on fait au Gabon? C'est un peu trop facile de dire que nos autorités vont en Europe pour seulement 1% de cas de maladie. À partir du moment où ce sont eux qui élaborent les budgets, ce sont eux qui décident du ratio à accorder à la médecine, au secteur de la santé, au secteur des recherches et développement, à notre système éducatif, il faudra que leurs enfants aussi étudient en Côte d'Ivoire, qu'ils étudient au Gabon, au lieu qu'ils se retrouvent dans les universités américaines, dans les universités françaises. Ce sont eux qui gèrent les politiques publiques. Ce sont eux qui gèrent la santé, ce sont eux qui gèrent le système éducatif, ce sont eux qui gèrent l'accès à l'eau et à l'électricité. D'abord, je vous abandonne à bientôt dans 10 minutes parce que je n'ai pas d'électricité à la Riviera. Et donc, vous passez 3 mois, 4 mois comme ça sans travailler. C'est un peu trop facile, excusez-moi du thème, de venir dire qu'ils ont le droit de partir. Ils vont avec l'argent du contribuable. C'est-à-dire que les maigres ressources que vous et moi, nous donnons aux impôts, ce que les plantations de nos parents rapportent à l'État de Côte d'Ivoire. Pourquoi quand les chefs de village sont malades, ils ne sont pas évacués à Paris pour aller être traités et c'est seulement la famille du président, sa famille, les ministres et leur famille? Au nom de quels critères? Si on sait que l'article 4 de la Déclaration universelle des droits de l'homme dit que nous sommes tous libres et égaux. Définissons donc les maladies pour lesquelles la Constitution gabonaise va exiger que l'État gabonais évacue les ressortissants gabonais et non pas le président gabonais et sa famille en France. Alors, à partir du moment où nos autorités gèrent les politiques publiques, je faisais des recherches, je vais être par là, et jusqu'en 2016 en Côte d'Ivoire, vous savez le ratio de notre PIB qui était accordé aux recherches et développement, 0,1% de notre PIB en 2016. Je n'ai pas les chiffres de 2017, je n'ai pas les chiffres de 2018 jusqu'à aujourd'hui, mais jusqu'en 2016, c'était 0,1% du PIB qui était attribué, accordé aux recherches et développement. Quand vous développez une telle ratio, il va sans dire que la responsabilité exige que vous fassiez traiter dans les hôpitaux pour que nous puissions tous subir la compétence technique des médecins qui ont été formés dans nos hôpitaux. C'est clair. Je vais m'arrêter là. Sans vouloir répondre, en fait, moi j'aimerais dissocier, on va dire, la vision médicale de la vision politique des choses. Non, non, c'est la gestion des politiques publiques. D'accord.
Moi, je parle avec la vision médicale. Aujourd'hui, grâce à Internet, on va dire, on sait pas mal de choses qui se passent ailleurs, on voit ce qui se passe chez nous et on voit ce qui se passe ailleurs. Je ne vais pas vous dire que c'est facile tous les jours, c'est même très, c'est dur en fait. Mais dans nos hôpitaux publics, la plupart des pathologies à l'heure actuelle peuvent être prises en charge. Moi, je parle par rapport au Gabon. Ok. Souvent, on est limité techniquement. Souvent, il faut innover, c'est-à-dire ajuster un peu. Mais la plupart des pathologies peuvent être prises en charge au niveau du Gabon. Non. Comme vous l'avez si bien dit, pour les diverses raisons que vous avez énumérées, la recherche n'est pas développée dans notre pays. Ce qui fait qu'on a un écart technique en fait. C'est-à-dire une innovation qui va sortir, je sais pas moi, aujourd'hui en France, pour que ça puisse arriver au Gabon, il y a peut-être un décalage on va dire quoi, de 5 à 10 ans, comme je l'ai dit avant. Mais cette innovation, en fait, c'est pour des cas particuliers, c'est pour des cas vraiment, c'est pour les malades pour lesquels les traitements usuels ne peuvent pas être pris en charge. Non, les différentes causes que vous avez énumérées expliquent cet écart technique-là. Mais ça n'explique pas les raisons pour lesquelles nos dirigeants décident de voyager. Eux, ils décident de voyager parce qu'ils ont la possibilité de le faire. Moi, je pense que toute personne qui a la possibilité de le faire voyagerait pour avoir le meilleur. Bon, avec une particularité quand même, hein, Monsieur Fadikpe, avec une particularité. Il ne faudrait pas que la population pense, si tu me permets, que dans nos structures hospitalières, on ne peut pas prendre en charge des malades, en fait. Voilà, avec une petite particularité dans ce que tu disais, voilà. C'est que généralement, nos hauts dignitaires sont évacués sous les frais du trésor public, j'ai envie de le dire comme ça. Voilà. C'est les fonds du contribuable qui assurent justement la prise en charge de leur évacuation. Et il n'y a qu'à regarder, pour la plupart, ils partent en avion présidentiel, qui est un bien de la République. Donc, vous comprenez bien que c'est surtout ce qui fâche, je pense. Je vois Emmanuel Foutou qui veut réagir. Et c'est là où je vais rejoindre. Allez-y, chutez très rapidement. Et c'est là où je vais rejoindre M. Sylvain Nguesson, qu'il faut faire la différence entre l'évacuation sanitaire et le tourisme en fait médical. Ok. C'est-à-dire, le tourisme médical, c'est lorsqu'une personne décide de voyager, c'est-à-dire changer d'hôpital, de son bon vouloir. C'est-à-dire que dans le pays, dans la structure dans laquelle il est, les capacités techniques sont réunies pour pouvoir le prendre en charge, mais lui décide en fait d'aller dans une autre structure parce qu'il trouve que c'est plus designé, parce qu'il trouve que c'est plus fun, parce qu'il trouve que c'est plus agréable en fait. Et c'est là en fait la sonnette d'alarme que moi je tire en fait. C'est-à-dire, il y a beaucoup de tourisme hospitalier, médical pardon, dans ces évacuations sanitaires en fait. Et c'est justement ce tourisme médical qu'il faut freiner. Lorsque l'évacuation sanitaire est nécessaire, quel est le lieu, mais si c'est juste pour tourisme médical, il ne faudrait pas en fait que cette évacuation sanitaire soit réalisée. Tout ce qui peut être pris en charge dans le pays soit pris en charge. En votre qualité de docteur, vous comprendrez aisément, sauf si vous nous donnez des références, que l'évacuation sanitaire, ça coûte cher. Et lorsqu'il s'agit d'évacuer un agent public, il sera à la charge de la dépense publique qui essentiellement est constituée des fonds du contribuable, en fait, de l'argent du contribuable. Et je vais voir Emmanuel réagir, qui voulait réagir. Allez-y rapidement et puis vous continuerez dans votre élan avec cette interrogation. De droit sur tout ce qui est critères de publicité concernant la santé d'une personnalité publique, que ce soit en France ou ici, en France ou au Gabon. Étant donné que notre constitution, que nos droits, que nos lois sont complètement calquées sur la loi française. Le modèle français. Toute personne étant considérée comme personnalité publique a le devoir de tenir au courant les personnes qui l'administrent lorsque sa santé est engagée au point où il ne peut plus... il ne pourra plus exercer ses fonctions. Au moment où il ne peut plus exercer ses fonctions, il doit impérativement dire que j'ai telle maladie qui pourra m'empêcher à un moment donné de pouvoir exercer mes fonctions. Ça, c'est un fait. Après,
vous savez, monsieur, bienvenue, les évacuations sanitaires sont un véritable gouffre financier pour l'Afrique. Ouais. On parlait tout à l'heure du cas de la Côte d'Ivoire. 50 milliards de francs CFA sont dégagés par année pour les évacuations sanitaires. Vous êtes d'accord avec moi que 50 milliards de francs CFA, ça peut permettre de remettre à flot un hôpital, même voire 2 hôpitaux. Ça peut permettre d'équiper un hôpital, de payer tout ce qui est... Vous parlez tout à l'heure de tout ce qui est du personnel hospitalier, à part les médecins. Mais monsieur, ce personnel hospitalier, on l'a. On l'a. Même s'il n'est pas sur place au Gabon, on l'a. Ils sont obligés de partir travailler à l'étranger parce que justement, sur place, ils n'ont pas les conditions techniques nécessaires pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions. À partir de ce moment-là, on devrait se poser des questions. Comment faire pour éviter cette fuite de cerveau-là? Comment faire pour garder nos valeurs sur nos cerveaux, sur place, qu'après leur formation, ils rentrent travailler au pays et que sur place, ils aient le matériel adéquat, parce que souvent même le matériel, on l'a aussi. Ouais. Je me souviens, j'ai vécu des phrases au CHU de Libreville où, par exemple, il y a les machines, mais il n'y a pas d'eau dans l'hôpital. Les machines fonctionnent avec l'eau, mais il n'y a pas d'eau dans l'hôpital. La personne qui est censée faire fonctionner la machine est présente, la machine est présente, mais il n'y a pas d'eau dans l'hôpital. Pendant ce temps, des personnes vont se faire évacuer à des coûts exorbitants. Tandis que le commun des Gabonais ne peut pas faire de simples examens chez eux. Il y a un caractère injuste dans ce phénomène que je trouve ça quand même indécent de défendre. Merci pour votre argumentaire, Emmanuel Foutou. Je vais peut-être passer la parole à M. Desmond Otunga. Je rappelle que vous êtes militant pour le compte du PDG, le Parti démocratique gabonais, parti au pouvoir dans le Haut-Ogooué, très exactement. Deuxième arrondissement, c'est ça. Ok. Bon, moi, je voudrais beaucoup plus revenir sur la gestion des institutions hospitalières, en fait. Ok. Parce qu'on se rend compte que dans le cas du Gabon, par exemple, la majorité de ces gestionnaires-là, ce sont des médecins. Or qu'en principe, ailleurs, dans les autres pays, il faut faire une formation de gestion des institutions hospitalières pour gérer un hôpital. Ok. Bien même, c'est une administration publique comme toutes les autres. Voilà, il y a une formation. Parce que je pense qu'il y a une petite confusion dans ce sens-là. Elle l'a dit. Okay. En principe, parfois la structure est dotée de plateaux techniques, c'est-à-dire de tout ce qu'il faut. Mais après, c'est le problème au niveau de la gestion. Okay. Je pense qu'il y a un problème dans ce sens-là que le docteur n'a peut-être pas souligné tout à l'heure. Déjà, j'aimerais clarifier quelque chose sur le sujet. C'est que je ne soutiens pas l'évacuation sanitaire de nos dirigeants avec les deniers publics. Je pense qu'on ne s'est pas compris, en fait. Okay. Mon objectif premier était de faire comprendre que l'évacuation sanitaire, c'est un moyen qui existe en médecine pour prendre en charge les malades de la meilleure manière. À l'intérieur de la France, toutes les structures françaises n'ont pas le même niveau d'équipement. C'est-à-dire, une personne qui est malade dans le sud de la France, on peut l'évacuer sur Paris pour une prise en charge. Il y a des hôpitaux en France qui réalisent des exclusivités mondiales. Ça veut dire qu'il n'y a que dans cet hôpital-là que ce geste est réalisé. Je n'ai pas envie d'employer les termes techniques, en fait. Bon. Mon objectif, c'était de faire comprendre que l'évacuation sanitaire peut s'avérer nécessaire à un moment ou à un autre de la prise en charge d'un patient. Parce que avant d'être ministre, avant d'être président, il s'agit de patients. Ok. Maintenant, je suis d'accord et je suis totalement contre le tourisme médical. C'est-à-dire, si une personne peut se faire prendre en charge dans son pays, qu'il reste dans son pays pour se faire prendre en charge. Et que si c'est les médecins en fait, qui sont dans ce pays, connaissant le plateau technique et les compétences qui sont à leur disposition, se rendent compte que la prise en charge nécessite une évacuation sanitaire, que cette évacuation sanitaire se passe. Maintenant, après,
c'est les politiques qui décident des critères d'accès à l'évacuation sanitaire. Par exemple, au niveau du Gabon, on a la CNAMJS qui permet à toute personne assurée de pouvoir se faire évacuer. Personnellement, moi, j'ai déjà vu des personnes GEF se faire évacuer au Maroc, en France, en Afrique du Sud, pour leur prise en charge, en fait. Ne pensez pas que c'est une exclusivité de nos dirigeants. Je dirais juste qu'eux, ils ont, on va dire, un accès plus facile au vu des politiques en place, en fait. Donc, je tenais d'abord à clarifier cet aspect. Et on va peut-être rester là, si vous permettez, docteur. Comment pensez-vous, puisque votre argumentaire est très clair, comment pensez-vous qu'on peut freiner cette évacuation sanitaire, ce tourisme médical? Je vais emprunter vos expressions. Donc, freiner déjà le tourisme médical, je dirais, c'est l'administration qui doit faire confiance aux médecins. Parce que parfois, dans la prise de décision, les médecins ne sont pas associés. C'est-à-dire, si c'est purement administratif, je dirais que dès que tu connais un parent là-bas, tu montes ton dossier, il valide et tu pars en fait. Mais si c'est un médecin, fonction de la pathologie du patient, qui a la décision, je dirais, de l'évacuation sanitaire, donc il connaît le plateau technique et il saura dire, ça, je pense qu'on peut prendre ça en charge ici, ça, je pense qu'on ne peut pas prendre ça en charge ici. Moi, j'aimerais par exemple vous partager un cas que j'ai eu récemment dans mon service en fait. C'est une patiente qui avait un cancer de la tracte du pancréas. Bon, je laisse tout le côté technique en fait. Et il fallait qu'on lui réalise une opération chirurgicale qui consiste en une dérivation biliodigestive. Donc, jusqu'à, je pense, 2-3 ans, on n'avait pas les compétences techniques pour le faire. Mais dans ce laps de temps, il y a un chirurgien oncologue qui est arrivé au Gabon. Il est actuellement à l'hôpital général et cette patiente, on l'a mis en contact avec le chirurgien oncologue. Donc, le chirurgien oncologue, il a examiné, il a regardé un certain nombre de bilans. Il a dit qu'il pouvait, mais malgré qu'il a dit qu'il pouvait, les parents voulaient que la personne voyage en fait. Et la CNAMJS, en fait, n'a pas validé, étant donné que le médecin disait qu'il pouvait. C'est très clair. Et donc, finalement, la personne s'est fait opérer ici. Et actuellement, elle s'est fait opérer, elle va bien. Ah ben ça c'est bon à savoir, c'est intéressant à savoir, mais les uns et les autres se sentent beaucoup plus frustrés aussi quelque part lorsqu'on se rend compte que nos dirigeants partent à l'extérieur au détriment de ce qui est fait d'un point de vue local. J'ai envie de vous demander, au regard de la situation africaine actuelle, où on parle de ZLECAf, de zone économique de libre-échange, où on pense à unifier une monnaie en Afrique, est-ce que l'on ne pourrait pas continuer dans cet élan d'évacuation sanitaire, si besoin se fait nécessaire, au Rwanda, en Afrique du Sud? Je pense que c'est la chose à faire en fait. Mais là maintenant, c'est pas les médecins qui décident, c'est les politiques qui organisent. Que je pense que dans mon propos initial, je l'ai signifié. S'il y a un manque de compétences, personnellement, moi je l'associe en fait à un manque de prévoyance de nos dirigeants. Parce que lorsqu'on décide par exemple de créer un hôpital, de mettre en place une structure, lorsqu'on décide de créer un service, l'ensemble des compétences nécessaires, aussi bien en termes de ressources humaines que de matériel, peuvent être connues. Parce qu'on ne réinvente pas la roue en fait, c'est ce qui se fait ailleurs qu'on décide d'importer. Donc avec une prévoyance, avant même la mise en place de cette structure, un certain nombre de personnes pouvaient être prises, envoyées en formation, et venir inaugurer la structure en fait. Docteur avec tout ce qui est matériel. À vous écouter, j'espère que vous ne vous dédouanez pas du fait que votre qualité de médecin doit peser. Aujourd'hui, c'est une faveur qu'on a d'avoir un médecin, d'un ministre au Gabon, un ministre de la Santé qui soit médecin, mais les grandes politiques ne peuvent pas être prises que par les politiques. Il faudrait justement qu'il y ait cette consultation-là des professionnels que vous êtes en termes de propositions, en termes de pistes de solutions. Nous sommes en train de médicaliser cette émission. Vous allez aller peut-être très rapidement et puis nous allons passer la parole à Emmanuel Foutou et revenir avec monsieur Desmond. D'accord. Je pense que nos aînés, nos chers maîtres, n'attendent que ça en fait. Étant donné que
la plupart, à un moment ou à un autre de leur formation, ils ont eu à aller à l'étranger, voir comment les autres fonctionnent, s'interroger sur comment ramener toute cette organisation au niveau du pays. Mais on va dire, souvent, il y a pas cette communication fluide entre les dirigeants qui sont généralement administratifs et les médecins qui ont une compétence plus poussée du terrain, en fait. Les médecins subissent généralement ce que l'administration décide. Et c'est bien dommage. J'espère qu'avec l'arrivée des nouveaux médecins que vous êtes, justement, la donne va changer. Emmanuel Foutou, je vous voyais réagir. On va sortir de ce domaine médical. Allez-y. C'est tout simplement pour notifier le fait qu'il y a aussi un problème de mentalité. Vous savez, au Gabon, en Afrique, on a toujours cette impression que c'est mieux ailleurs. Oui, c'est pas faux. En fait, on n'a pas confiance, on n'a pas véritablement confiance en nos compétences, aux compétences de nos frères et de nos sœurs médecins sur place. On se dit qu'ils ont été mal formés et que c'est en allant à l'étranger qu'on sera peut-être mieux servi, qu'on sera mieux soigné. Donc, il y a aussi cette question de mentalité-là. Et tout ça, ça nous vient c'est une forme de mimétisme, en fait, que l'on a du colon, de l'ancien colon, si je peux dire ça comme ça, qui, lorsqu'il était à Libreville, par exemple, ne se faisait pas soigner. Vous pouvez le dire comme ça, c'est effectivement un ancien colon. En France, il repartait chez lui se faire soigner en France. C'est la même chose qui se fait toujours, qui se poursuit, en fait. Donc, bon, ça, c'est une petite parenthèse qui concernait, en fait, notre mode de pensée. On referme cette parenthèse et puis on reviendra un peu plus tard avec vous. Je vois M. Desmond qui veut réagir. On va officiellement sortir de ce domaine médical, de cette évacuation sanitaire pour nous asseoir encore un peu plus sur l'actualité au Tchad. Nous allons peut-être traverser maintenant au niveau du Tchad, puisque c'est une actualité également que nous voulions mettre sur la table des discussions. On a bien vu que lorsque le départ de M. Itno Déby, maréchal, voilà, pour la patrie céleste a été annoncé. Aussitôt, justement, il a été annoncé un collectif, un comité militaire, justement, qui devait prendre les rênes du pays. J'ai envie de vous demander, Emmanuel Foutou, est-ce que vous croyez très exactement à une transition ou vous avez une toute autre lecture de la situation, combien même les textes en vigueur au niveau du Tchad ne permettaient pas à ce collectif-là d'assurer la transition du pays? Mais écoutez, une fois de plus, la mort d'un dirigeant africain a mis à rude épreuve la démocratie. Okay. Déjà, je pense que les conditions de la mort de M. Déby sont tellement troubles qu'une véritable transition démocratique ne pouvait pas s'installer aussi rapidement et facilement. C'était un militaire, l'armée a une puissance assez importante dans tout ce qui est gestion du pays. C'était évident qu'il devrait y avoir, que l'armée devait essayer de faire une sorte de passage en force pour essayer de prendre les rênes du pays. Donc, personnellement, je pense que, comme tout le monde, que la Constitution aurait dû être respectée, qu'il aurait dû avoir un passage de flambeau digne, si je peux le dire ainsi. Mais les conditions dans lesquelles M. Itno Déby est décédé, le maréchal Itno Déby est décédé, ne permettait pas de mettre en place cette transition. Je pense qu'avec le temps, les choses se redessinent un peu mieux. Et oui, avec le temps, il pourra y avoir une véritable transition qui pourra se mettre en place. Bien évidemment, si les forces, je dirais, externes, comme les forces externes de la communauté internationale, la France et le Maroc et compagnie, n'essayent pas d'entraver ce processus-là. Donc, je crois que les choses iront bon train d'ici là, si on donne du temps au temps et si on laisse tout simplement les Tchadiens essayer de mettre en place quelque chose de novateur, quelque chose qu'on n'a pas encore vu dans nos pays sous les tropiques, une véritable transition démocratique menée par le peuple et non par les pseudo-dirigeants
quelque part, qui essaierait de jouer, je ne sais pas comment expliquer, une sorte de pièce de théâtre qui mettrait des protagonistes devant, parce que c'est ce qui est en train de vouloir se passer avec le fils Déby. Ouais, très On a l'impression qu'il est puisque c'est une marionnette au service de la France. Mais bon. En tout cas, on a bien vu que la France est très engagée dans ce processus de transition. Le président Emmanuel Macron était sur place et il a affirmé de façon très ouverte et de façon très ferme son accompagnement pour ce processus de transition. En tout cas, quelles que soient les raisons qui sont énoncées, une fois de plus, nous voyons encore une Afrique qui marche sur la Constitution, qui marche sur les différentes lois qui sont supposées régir justement son bon fonctionnement. Et je crois que pour le cas du Tchad, l'organisme le mieux placé pour assurer cette transition, conformément à ce que la loi prévoit, on avait l'Assemblée nationale, à la tête de laquelle nous avons un élu local, quelqu'un qui est élu directement au suffrage universel direct, c'est-à-dire par le peuple. Donc, Monsieur Desmond, quelle est votre lecture de la situation? Pour ma part, je pense qu'il s'agit d'un coup d'État parce que, sachant qu'on est dans un pays de droit comme le Tchad et la Constitution elle est assez claire. Après, au cours d'une vacance de pouvoir, c'est le président de l'Assemblée nationale qui est censé assurer la transition en fait, jusqu'à ce qu'on organise des élections. C'est même lui qui est chargé d'organiser des élections. Je regardais une autre émission concernant le Tchad, qui disait qu'en principe, lorsque le président est décédé, ce sont les militaires qui avaient constaté, et puis ils sont allés voir le président de l'Assemblée nationale, qui a décliné l'engagement, qui disait que lui-même il n'était pas en bon point, il prenait des médicaments, donc il n'était pas capable. Que tout ça s'est fait apparemment. Et il y a quelqu'un d'autre qui posait la question de savoir, le président de l'Assemblée nationale, il a combien de vice-présidents en fait? On aurait pu essayer de prendre l'un des vice-présidents afin que ce dernier essaie de... Bon, en fait, moi, je pense, comme je l'ai dit d'entrée du jeu, je pense qu'il s'agit d'un coup de tête, en fait. Avec la descente du président Macron au Tchad, je pense qu'il est tout simplement venu légitimer le pouvoir, du fils Itno. C'est bien compris, quoique nous n'osons pas revenir sur les conditions même qui ont prévalu la place de président à Monsieur Feu Itno. Voilà, Monsieur Feu Itno, j'ai envie de croire que la roue elle tourne, comme le disent certains. Emmanuel Fouton, on va vous faire réagir. L'alternance dans nos pays africains, pour moi, je suis de ceux qui pensent que la démocratie telle qu'on la conçoit en Occident n'est pas possible. N'est pas possible en Afrique. Il nous faut de la dictature, c'est ça. Vous pensez que le régime dictatorial serait le mieux pour gérer l'Afrique? Pas un régime dictatorial, mais je ne veux pas m'avancer en disant que les régimes totalitaires sont les dictatoriaux, les totalitaires sont les meilleurs. Mais je pense qu'on peut essayer de mettre de mettre en place une démocratie à l'africaine. Une démocratie moins calquée sur le modèle occidental, si je peux dire ça comme ça, qui répond à nos propres codes, qui répond à nos codes, aux codes africains. À nos mentalités, à notre culture, à notre façon de penser, de réagir. Et on pourrait faire asseoir justement une logique dans ce sens-là. Voilà. Pour moi, la démocratie telle qu'on la conçoit en Occident n'est pas... ne sied pas au contexte africain. C'est bien concernant compris. Par exemple... pardon? Je disais, allez-y rapidement. C'est concernant par exemple le cas du Tchad, c'est celui qui prévaut dans l'actualité en ce moment. Pour moi, je pense que le maréchal Idriss Déby était l'homme qu'il faut, à la place qu'il faut. C'est vrai, cette longévité peut frustrer. C'est vrai que c'est frustrant de voir les mêmes régimes pendant des années. Mais à partir d'un certain moment, lorsque l'envie des réalités, comme celle qui prévalait, qui dans un contexte de guerre. Dans le contexte de guerre, pour moi, le maréchal Idriss Déby était l'homme qu'il fallait. S'il n'avait pas été là, bon, peut-être que quelqu'un d'autre, je ne vois pas quelqu'un d'autre de sa trempe gérer le Tchad comme il a pu le gérer et réussir à garder Djamena. Si ce n'était pas quelqu'un comme lui,
qui n'avait pas ces connaissances stratégiques militaires, à plusieurs reprises, N'Djamena aurait été prise par les terroristes. Prise d'assaut, voilà, par les rebelles. C'est bien compris. Merci Emmanuel Foutou pour cet argumentaire. Hein. Le temps ne joue pas en notre faveur, mais nous allons nous permettre, hein, comme ça, une autre émission au cours de laquelle, de long en large, nous allons décrypter justement l'actualité africaine, puisque c'est des questions que vous aimez bien. Monsieur Fadikpe, je veux vous voir réagir à cette question avant de fermer cette émission, parce que vous, aujourd'hui, vous êtes médecin et votre travail dépend des politiques qui sont mises en place. Donc, je rappelle, à juste titre que d'origine vous êtes béninois et on sait que le Bénin a été a fait l'actualité il y a quelques années de l'Afrique par ce vent de démocratie qui a été impulsé. Nous avons vu M. Boni Yahi qui n'a pas osé s'opposer, voilà, à la voix des urnes. Il a continué sa vie. M. Patrice Talon est là aujourd'hui. On espère que ce sera le même élan. Il va continuer dans cet élan-là. Donc très rapidement, nous voulons faire réagir sur cette réticence que les Africains ont face à la démocratie, à l'alternance. Merci encore pour la parole, Mr. Marine. Alors, moi, j'irai dans le sens de mademoiselle Emmanuelle Marie Foutou, à savoir que la démocratie à l'occidental n'est pas possible en Afrique. Étant donné qu'en Afrique, de par notre culture, en fait, où l'aîné est suprême, si je peux dire ça comme ça, le droit d'aînesse, en fait, est partout, c'est difficile, en fait, de parler de démocratie où la voix de tout le monde a le même poids, tout le monde peut prétendre à tout, etc. En fait, comme dans un modèle, dans une société occidentale où ils sont beaucoup plus libérales, où on va dire quoi, chacun a la possibilité de faire ce qu'il veut dès qu'il atteint sa majorité, si je peux le dire comme ça en fait. Donc, je pense que nous, on devrait plus être focalisés, non pas sur la personne qui dirige, mais sur ce qu'elle fait. Et je pense que c'est ce qui intéresse plus la population, en fait. Ce qui intéresse la population, ce n'est pas qu'on ait le même président pendant 20 ans, pendant 30 ans. Tant que ce président, on va dire quoi, est au service de la communauté, tant que ce président, en fait, il trace des routes, il construit des hôpitaux, tant que les services de l'État de base sont réunis, je pense que la population sera satisfaite, en fait. Donc, pour moi, le problème, ce n'est pas le système politique, le problème, c'est les résultats. Et je pense que c'est le message que moi, j'aimerais lancer à nos dirigeants, en fait. Si vous donnez à la population les résultats qu'elle désire, elle ne va plus s'interroger sur le temps que vous allez mettre en place, en fait. Donc, c'est sur cette phrase que je vais conclure. C'est bien compris. Merci, monsieur Fadikpe, docteur en médecine. Je vais me tourner vers monsieur Desmond Otunga. Nous voulons fermer cette émission, mais avant, si vous avez une dernière réaction, sinon on va prendre votre mot de fin. En fait, je ne veux pas contester ce que le docteur dit, mais il faut qu'il comprenne qu'en principe, c'est vraiment un problème de mentalité. Nous avons eu l'exemple de la Libye avec le président Kadhafi, qui était quasiment au service de son peuple, qui donnait quasiment tout. Mais quand l'occasion s'est présentée, voilà, quand l'occasion s'est présentée, on n'a pas hésité de le lapider. Donc ça veut dire qu'en principe, je pense que c'est beaucoup plus un problème de mentalité. Et c'est surtout plus un problème d'intérêt en fait. Ok. Voilà. On va certainement donner raison à M. François Pérou qui conçoit le développement comme étant un changement, une combinaison des changements mentaux et sociaux. J'ai bien aimé cette compréhension du développement. C'est clair. Ok. En tout cas, le temps est parti. Je vais peut-être vous demander un mot de fin. Nous nous sommes essayés comme ça pendant cette émission de mettre sur la table de discussion l'actualité africaine. Commençons par la Côte d'Ivoire. Nous avons atterri au Tchad et là, le temps est passé. Nous devons fermer cette émission. En quels mots vous souhaiterez qu'on se sépare cet après-midi? Je dis d'abord merci à la Belle TV qui a bien voulu m'inviter à participer à cette émission. Merci également aux collègues qui sont de l'autre côté. Donc, je souhaite que ce type d'émission puisse reprendre, puisse toujours se répéter. En fait, ça nous permet de développer des thématiques qui nous concernent directement, qui concernent nos pays, qui concernent nos continents et tout. Et donc, vous nous donnez comme ça l'autorisation de vous inviter prochainement. Je suis disponible. Merci, monsieur Desmond Otunga. Je vais me tourner vers le docteur Fadikpe Emmanuel. Un mot de fin, s'il vous plaît. Okay, merci encore pour la parole. Alors, merci à la Belle TV de m'avoir invité. Comme vous dites, comme l'a si bien dit à dire notre papa sur l'émission, nous donner l'occasion de nous exprimer sur des thèmes d'actualité, c'est toujours important en fait.
Et moi, je conclurai en disant, s'il est possible d'améliorer justement les échanges entre les politiques et la santé, ce ne sera que pour le bénéfice de la population en fait. Merci. Merci M. Fadikpe. Le micro est ouvert du côté de la Côte d'Azur à Nice avec Emmanuel Marifoutou. Oui, M. Marvin, donc déjà je vous remercie. Je vous remercie pour l'occasion que vous me donnez de venir débattre des sujets d'actualité avec vous sur ce plateau. C'est un exercice assez intéressant parce qu'il permet de mettre nos dirigeants face à leurs échecs, face à leurs manquements, et ça nous permet de réfléchir sur les questions d'actualité, les problématiques du quotidien des citoyens en Afrique. Donc c'est vraiment une initiative que je félicite. Merci Emmanuel Foutou, merci à tous et à toutes d'avoir répondu présent à cette invitation. Vous l'avez compris, chers téléspectateurs, M. Sylvain Guessant nous a quittés de façon très brusque en raison d'un délestage dans son quartier à la Rivera. Mais quoi qu'il en soit, nous le saluons de là où il est et nous le remercions d'avoir été des nôtres. Nous pouvons retenir de cette émission, s'agissant de la première actualité, je vais le dire ainsi, l'évacuation sanitaire est nécessaire, mais non pas le tourisme médical, que nos dirigeants s'arrangent justement à mettre des conditions nécessaires pour diminuer justement ce tourisme médical parce qu'il plombe les caisses de l'État, mais aussi ça fâche les uns et les autres. De l'autre côté, nous avons parlé de l'actualité au Tchad et nous retenons des échanges que nous avons menés tout au long de cette émission que justement la démocratie n'est pas forcément le modèle type qu'ici à l'Afrique, dans le contexte qu'il est, tel qu'il est défini, tel qu'il est fait au niveau de l'Occident, ça ne passe pas avec nos réalités. C'est ce que nous pouvons retenir de nos échanges sur ce plateau. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir été des nôtres. Je vous dis à très prochainement. Sur ce, que Dieu bénisse les enfants d'Afrique.